Choisissons la santé, pas la haine. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin et aujourd'hui on parlera avec elle des étiquettes nutritionnelles. Je vais aussi m'entretenir avec une auteure des éditions David, Jocelyne Mallet-Parent. Elle a deux ouvrages franchement que vous devez découvrir. Je vous invite à rester avec moi durant la prochaine heure. Et tout de suite pour commencer, on s'informe sur le programme de leadership transformatif et spiritualité. Et avec moi, le professeur Michel Séguin, qui est adjoint à l'école Providence de l'école de leadership transformatif et spiritualité. Et Monsieur Séguin, vraiment, avant d'entrer vraiment dans la thématique même d'aujourd'hui, donc inviter les gens à aller s'inscrire au cours, j'aimerais ça que vous puissiez nous expliquer c'est quoi le leadership transformatif? Oui, avec grand plaisir. En fait, je vais commencer en vous expliquant ce que c'est pas. Donc, parfois, qu'on comprend ce que n'est pas une chose, ça aide à comprendre ce que c'est. On a souvent l'image du leader ou de la leader comme la personne, le super-héros, la super-héroïne qui va venir dans une situation, qui va avoir une espèce de vision, qui va nous inspirer tous et qui va sauver la mise sans que personne n'ait trop besoin d'être consulté. Eh bien, le leadership transformatif, c'est exactement pas ça. C'est plutôt l'inverse. Le leadership transformatif, c'est comment est-ce qu'on peut, dans une organisation, travailler ensemble de manière collaborative, de manière plus démocratique, afin de pouvoir non seulement améliorer les choses à l'intérieur, avoir des organisations qui sont plus justes, qui sont moins discriminatoires, mais qui peuvent aussi faire une différence au niveau de la société, qui peuvent aussi amener un changement social. Et donc, pour le dire simplement, le leadership transformatif, c'est comment mener, comment influencer d'autres et agir avec d'autres de manière à pouvoir atteindre plus de justice sociale. Plus de justice sociale. Alors, quand on met le terme de spiritualité qui accompagne même le titre de ce programme-là, c'est quoi le lien? J'aime cette question-là aussi. En fait, c'est que le lien, c'est que souvent, les leaders sont des gens qui sont beaucoup dans l'action, mais qui se connaissent pas tant que ça eux-mêmes. Alors que un des piliers vraiment importants de ce qu'on fait à l'école de leadership transformatif, c'est de travailler avec nos étudiants pour qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes, qu'ils connaissent quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs croyances, d'où ils partent, qui ils sont et comment est-ce que le fait d'être, dans mon cas, un homme blanc de tradition chrétienne a un impact sur la manière dont j'entre en relation avec les autres. Et donc, derrière l'importance de se connaître entre aussi la question de la spiritualité, qu'on peut définir autant en termes séculiers qu'en termes religieux. Parce que pour nous, la spiritualité, c'est construire un horizon de sens, savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour quelqu'un. Et pour certains, ce qui les drive, ce qui les inspire dans la vie va venir d'une tradition spirituelle, d'un lien avec une divinité, alors que pour d'autres, ça peut être ancré dans des valeurs profondes qui font sens dans une pratique comme celle du yoga. Et donc, on essaie finalement de s'adapter un peu à toutes ces différentes personnes, de manière à les amener à réfléchir à qui elles sont et de comment est-ce qu'elles peuvent changer les choses à partir de qui elles sont en discussion avec les autres. J'aime tellement qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, parce que veut pas, on peut s'en rendre compte même avec l'avenue des médias sociaux là. Une personne qui prend position par rapport à un sujet donné, tout de suite la personne devient un leader, au détriment même de ça. Au fait, elle a même pas décidé, puis elle n'est pas outillée, puis on se rend compte que des personnes vénèrent d'autres sur les médias sociaux et autres comme des leaders, alors que dans le fond, ils n'ont pas fait le travail sur eux, comme vous venez de mentionner. Non, tout à fait. Puis le problème des médias sociaux aussi, c'est que ça amène souvent à des positions très campées. J'affirme quelque chose, je deviens mes idées. Il n'y a pas vraiment une distance qui peut être prise. Alors que nous, on encourage beaucoup, par exemple, la pratique du dialogue. Et le dialogue qui est compris comme justement entrer dans un espace où on peut mettre un peu de côté pendant un instant ce qu'on pense,
pour pouvoir découvrir ce que l'autre pense et se laisser transformer, vraiment de mettre de côté nos a priori, nos présupposés pour se laisser transformer au contact des autres et découvrir, élargir notre vision du monde. Et donc, on fait beaucoup de travail en ce sens-là. Et puis, on trouve que c'est quelque chose qui est super important dans les organisations, justement. Non seulement pour certaines, le but sera la rentabilité, la créativité, mais pour simplement mieux travailler ensemble, mieux se connaître, on a besoin de dépasser ce stade de juste affirmer des idées et non pas entrer en relation pour voir peut-être qu'on a beaucoup plus en commun avec les autres qu'on pourrait le penser. Et c'est dur qu'on est dans un mode de j'affirme, je pense, donc je suis d'une certaine façon. Ah oui, c'est tellement ça. Et puis souvent, ça crée des quoi qu'on va dire là dans les relations. Alors, pour vous, là, un bon leader, il va nous rester juste 20 secondes. Si je vous demandais une des premières qualités qu'un leader devrait avoir, ça serait quoi? L'écoute. L'écoute. Tout simplement. OK, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et pendant qu'on s'apprête à aller prendre cette pause, j'aimerais inviter les gens à visiter le site web de l'Université Saint-Paul au www.ustpaul.ca si vous êtes intéressé à avoir accès aux cours de leadership transformatif et spiritualité. On va donner plus de détails après la pause, alors je vous invite à rester avec moi. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le programme de leadership transformatif et spiritualité avec le professeur Michel Séguin, je vais dire ça comme ça. Et là, M. Séguin, avant la pause, on disait que le premier caractère qu'un leader devrait avoir, c'était l'écoute. Comment on bâtit une bonne écoute? Parce qu'en ce moment, là, tout le monde a envie de dire quelque chose. Oui, bien, ça retouche un peu ce qu'on disait tantôt. Le point de départ d'une bonne écoute, c'est de pas trop réfléchir pendant que la personne parle, de pas être en train de penser à ce qu'on va répliquer ou ce qu'on va répondre ou de comment on va marquer des points ou de comment on va bien paraître dans notre réponse à l'autre, mais d'être vraiment là, pas de faire du téléchargement si on veut, mais d'être vraiment là pour entendre ce que la personne dit, voir où ça nous mène, puis comment ça peut nous amener à voir les choses un peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'exister, ça ne veut pas dire que nos valeurs, nos projets, notre vision disparaissent, mais ça veut simplement dire vraiment pendant un instant, de donner à la personne le mérite de nous amener quelque chose de différent qui pourrait nous transformer ou qui pourrait transformer un peu la manière dont on voit les choses et qui va nous amener à comprendre la réalité surtout de manière plus complexe et donc de pouvoir après coup avoir un leadership peut-être plus subtil ou avoir des solutions qui sont mieux adaptées aux gens parce qu'on a vraiment pris le temps de les comprendre. Et je sais que c'est difficile parce que les gens qui sont sursollicités, qui ont des agendas de fous, mais en même temps, c'est le point de départ, si on veut, pas être juste en train de répéter un programme, mais de s'ajuster à la réalité avec laquelle
on veut agir ou qu'on veut transformer. Alors, M. Séguin, pour vous, ça serait quoi les bons critères pour un candidat de ce programme-là? Oui, donc en fait, c'est ça. Donc, à l'école Providence de leadership transformatif, on offre déjà on offrait depuis un bon moment des programmes en anglais, mais on commence à offrir enfin en français cet automne. Et donc, on débute avec un programme de diplôme d'études supérieures qui est un programme court de 5 cours. Et puis, dans un an, on débutera un programme de maîtrise qui, lui, est un programme un peu plus long d'une, grosso modo, une quinzaine de cours. Et donc, au fond, ce qu'on cherche comme candidat, c'est des gens qui ont déjà une expérience de leadership d'environ 5 ans. Donc, ça peut être à temps plein comme à temps partiel, peu importe. Ça peut être fait sous la forme d'un engagement bénévole ou dans le milieu communautaire ou sous la forme d'un engagement plus formel, avoir un poste de gestion en entreprise, dans le secteur public comme dans le secteur privé. On a des gens qui sont profs et qui veulent devenir directeurs d'école, qui ont déjà appliqué pour notre programme aussi. Et donc, on recherche, donc, du point de vue formel, on veut des gens qui ont déjà une expérience de leadership parce que ça se veut une maîtrise où on travaille, en fait, dans ce cas-ci, on a un diplôme d'études supérieures où on travaille à partir du vécu des gens, à partir de leur expérience. On ne va pas passer 15 cours à leur répéter de la théorie. Okay. Non, on veut vraiment partir du vécu et tricoter ça, mieux le comprendre, mieux l'articuler à partir, oui, de théories, de travaux de recherche, mais vraiment bâtir à partir de l'expérience des gens. Et ce qui fait qu'au fond, le deuxième critère, qui est peut-être le plus central, c'est d'avoir envie d'apprendre sur soi-même, d'avoir envie d'en prendre au contact de ses collègues. Parce que je me plais toujours à dire que dans nos programmes, 50% du travail est fait par les étudiants et 50% du travail est fait par les profs. Moi, je suis là pour transmettre, mais je suis là pour apprendre de mes étudiants aussi. Et les étudiants apprennent de moi, ils apprennent d'eux-mêmes et ils apprennent entre eux. Et donc, c'est fondamental d'avoir envie de s'inscrire dans cette dynamique d'échange, de discussion pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux se découvrir, se développer comme leader et aussi apprendre au contact des autres à pouvoir faire les choses un peu différemment. C'est un merveilleux programme parce que là, comme je l'entends, là, on part du vécu de la personne. On ne va pas juste vous donner 15 cours, 10 cours, aller bosser des cours et puis venir faire des examens. Non, non, non. On parle vraiment du vécu. Fait que c'est plusieurs leaders qui vont sortir de ce programme-là quand il sera terminé. Plusieurs différents leaders, je vais dire. Exactement. Et puis déjà, dans notre programme, on a des gens qui sont, par exemple, issus du travail social, d'autres qui sont dans les milieux scolaires, certains qui sont du milieu de la santé. On a aussi des pasteurs, donc des gens qui sont dans des milieux d'église, mais qui se disent « Wow, je connais la Bible par cœur, mais on m'a jamais vraiment enseigné comment ça se développe un leader? Qu'est-ce que c'est un leader? Qu'est-ce que c'est, par exemple, développer une communauté apprenante? Qu'est-ce que ça implique d'apprendre des gens dans mon église pour pouvoir m'améliorer puis pour pouvoir construire quelque chose ensemble? Donc, les mêmes principes peuvent s'appliquer dans différents milieux et, au fond, dans l'échange entre profs et étudiants et entre étudiants entre eux, les gens découvrent aussi différentes manières de faire et développent leurs habiletés au contact des autres. Et donc, on a des gens qui arrivent, qui ont déjà des expériences, mais qui veulent pousser ça encore plus loin et qui veulent aussi réfléchir à comment c'est possible davantage atteindre ses buts. Souvent, les gens nous arrivent avec des expériences qui n'ont pas nécessairement toujours été très bien et l'idée, c'est de réfléchir ensemble, mais pourquoi ça n'a pas été très bien, puis quels outils existent pour s'assurer que, comme leader, on atteint un peu plus les buts qu'on s'est fixés. Donc, c'est un peu tout ce travail-là qu'on essaie de faire avec nos étudiants dans le cadre de ces programmes d'études. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quel genre de cours qui s'offrent? Oui. En fait, donc, dans le cadre de ce programme-là, on parle de 5 cours. Et donc, on a un premier cours qui porte sur les théories, pratiques et approches du leadership, où finalement, on va aller découvrir un peu différents types de leaders. Qu'est-ce que c'est être un leader inclusif? Qu'est-ce que c'est être un leader serviteur? Qu'est-ce que c'est être un leader authentique? Qu'est-ce que c'est un leader transformatif? Et donc, on voit, il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites, et on se fonde aussi sur des études de cas. On voit différents exemples de ce que c'est incarner différents types de leadership et les gens ramènent leur expérience, on en discute. Souvent, mes étudiants me contestent. « Monsieur, c'est trop idéaliste, ça marche pas. » Ou « Ah non, ça, c'est vraiment important. Celui-là, ce modèle-là, je l'ai vécu, ça fonctionne bien. » Et donc, on débat, on discute et on voit ce qui fonctionne un peu plus et chacun reprend ce qui est le plus important pour s'améliorer, pour développer ce qui fonctionne bien dans son milieu. On a un autre cours sur leadership transformatif et spiritualité. Et donc, c'est un cours justement qui aide les étudiants à comprendre un peu plus c'est quoi la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire dans différentes traditions et à comprendre justement quel est leur
spiritualité? Qu'est-ce qui leur donne du souffle? Qu'est-ce qui leur donne de l'espoir dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour eux? Puis on développe aussi un certain nombre de pratiques comme la mindfulness, la pleine conscience, qui aident justement à prendre la distance avec le flot d'événements, nos émotions pour pouvoir se recentrer sur ce qui est important pour nous, puis justement se mettre dans un meilleur état d'écoute. On a aussi des cours qu'on appelle de practicum, qui sont un peu, si on veut, des cercles de partage sur la pratique. Donc, les étudiants ramènent des cas réels de leur pratique professionnelle, parce que pendant ces cours-là, ils continuent à être impliqués. Ça peut être là où ils travaillent déjà ou dans une autre organisation où ils voudraient aller. Et ils nous ramènent des cas concrets de problèmes ou de défis qu'ils ont vécu. Et là, on se sert de l'intelligence collective de la classe, on y réfléchit à 10. Règle générale, nos classes sont assez petites. On est dans des classes qui varient entre 5, 10, 15, 20 personnes maximum. C'est une des beautés de l'Université Saint-Paul. Et donc, on réfléchit. Comment on pourrait faire différemment les choses? Qu'est-ce que la littérature, la recherche sur le sujet nous amène à pouvoir voir comme formule qui marche un peu plus que d'autres? Et donc, on est à nouveau dans cette dynamique de cheminement collectif où les gens repartent avec des solutions concrètes. Okay. Donc, c'est assez appliqué comme programme. On va pas vous baratiner de la théorie pendant 2 ans. C'est pas le but. J'adore faire de la théorie moi-même, mais il faut que ça atterrisse quelque part un moment donné. Et le but, c'est d'atterrir pour que ça fasse sens dans la vie des gens et que ça les aide à progresser dans leur pratique et idéalement dans une pratique qui se veut elle-même transformative. Vous êtes tellement passionné là que je suis déjà passionnée par le programme. Merci beaucoup et on espère vous reparler. Vous inscrire si vous voulez. Hein? Je vais y penser. J'espère vous reparler une prochaine fois. Bonne journée. Excellent, au plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, vous autres à la maison, pour vous inscrire au programme de leadership transformatif et spiritualité qui est offert maintenant en français à partir de septembre 2022, ça sera au www.ustpol.ca. On va faire une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble une auteure que vous allez vraiment adorer. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, l'art sert à dénoncer des affaires souvent qui se passent dans la société. Je pense que mon invité a bien compris cette chose-là. J'ai avec moi l'auteure Jocelyne Mallet-Parent qui vient nous parler de 2 de ses ouvrages. Et Jocelyne, vraiment merci d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. On va aller tout de suite pour vous demander qu'est-ce qui vous inspire en général pour vos œuvres? Sans vouloir tomber dans les clichés, je dirais que ce sont pas vraiment moi qui cherche les sujets, ce sont plutôt eux qui s'imposent à moi. Et dans les 2 derniers cas, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, d'entrée de jeu, je vous dirais que j'aime beaucoup les sujets d'actualité.
J'aime les sujets dont tout le monde parle, les sujets qui créent la discussion, le dialogue. Et puis, finalement, je vous dirais que souvent, mes sujets, je les choisis parce que je veux comprendre le phénomène dont je m'apprête à parler. Alors, donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous faites beaucoup de recherches? Oui, oui. Disons que le sujet, lui, il s'impose dans le sens que j'entends une phrase, je lis quelque chose, j'écoute une émission à la radio, à la télévision, et je me dis, oh, ça pourrait être un sujet intéressant. Ensuite, là, je fais de la recherche sur ce sujet-là, et plus je fais de la recherche, plus je suis convaincue que c'est le sujet dont je parle. Mais souvent, comme je viens de vous le dire, ce sont des sujets de l'heure dont on discute, qui font l'actualité, qui font qui sont l'objet des sujets aux nouvelles, à la télévision et tout ça. Mais oui, je fais beaucoup de recherches, beaucoup, énormément. Énormément, je vois ça parce que le premier ouvrage dont on va parler, c'est Basculer dans l'enfer. Et la thématique est tellement forte que je me suis dit, waouh, il fallait oser écrire sur ça. Mais justement, j'ai vu un petit topo comme ça à la télévision. C'était une dame de l'Alberta qui était en ondes et qui disait son désarroi du fait que son fils était parti faire le djihad et qu'elle n'avait rien vu venir. Et je me suis dit, oh là là, ça pourrait être nos enfants, mon enfant, ton enfant. Et est-ce que c'est possible qu'on ne voit pas ces choses-là venir? Et là, c'est parti. Et qui plus est, après avoir fait toute la recherche possible, imaginable, c'était trop vaste. C'était trop un sujet vaste. Et j'ai choisi de le traiter justement à cause de cette mère-là, sous le regard des mères. J'ai choisi 3 familles ordinaires qui vont devenir, malgré elles, ils vont être l'objet, les effets collatéraux de l'embrigadement, de la radicalisation de leurs enfants. Et les mères sont vraiment au désarroi, on va passer à travers leurs émotions et tout ça. L'autre chose qui fait en sorte que j'ai parlé de ce sujet-là, je voyage passablement, pour ne pas dire énormément. Je voyageais enfin, pas depuis les 2 dernières années, mais avant. Et j'étais rendue à c'était vraiment... j'avais presque peur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, d'être dans le mauvais café, dans un bus, d'être dans une salle de spectacle et que ça allait exploser. Et à cause du terrorisme qu'on vivait assez fortement à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et je voulais comprendre, je voulais surtout essayer de saisir pourquoi des jeunes occidentaux de surcroît, vont s'engager dans une cause qui n'est pas vraiment la leur. Et là s'ouvrait toute la dimension Occident-Orient. Pourquoi une si grande différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas? Est-ce que ce sont eux qui ne nous comprennent pas? Enfin, en bout de piste, il y a des gens qui sont tués. Des gens qui n'ont rien à voir souvent avec ces sujets-là. Donc, tout ça a mis la table pour l'écriture de Basculer dans l'enfer. Et puis, je pense que vous avez osé aussi dans Basculer dans l'enfer parce qu'il y a le terme de stigma, si je peux me permettre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre parce que là, on a 3 mères. Il y a une mère qui a une fille qui s'appelle Élise, mais les 2 autres mères, là, elles sont, on pourrait le dire avec leur nom, là, elles viennent de l'Orient. Leur fils, c'est Tariq et Jamil. Donc, directement, on peut se dire, OK, c'est légitime qu'ils connaissent ça parce que peut-être qu'ils ont grandi dedans, mais souvent, c'est des stigmas qui n'ont pas lieu d'être. Exactement. Vous avez mis le doigt exactement sur la question. J'ai choisi donc ces 3 familles-là. Une d'ici, si je peux dire, du Québec, une famille née ici et tout ça. Et j'ai choisi aussi une famille d'immigrés, mais qui vit au Québec. Okay. Donc, une famille dont les enfants ne se sont pas vraiment sentis réellement acceptés et
rejetés, je devrais dire, ou en stigmatisés, comme vous dites. Et puis, pour être certaine de ne rien manquer, j'ai choisi une famille qui vit ça de l'intérieur. J'ai pas nommé d'endroit ni de pays, mais je dis toujours là-bas, donc une famille de là-bas qui on saisit peut-être plus pourquoi ce jeune Jamil s'est embrigadé. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui, il n'a pas choisi, il s'est embrigadé par la force des choses. Tandis que les deux d'ici ont carrément décidé de s'embrigader. Alors pourquoi nos jeunes sont-ils en perte de repère pour avoir besoin d'une cause? Tous les jeunes ont besoin d'une cause, ils ont besoin de croire en quelque chose. Et bon, on pourrait continuer longuement, mais c'est tout ça. Mais ce qui a été le plus difficile, je crois, c'est de me réduire à l'angle pour réussir à passer à travers un sujet, trouver de l'émotion aussi, trouver des personnages qui sont crédibles. Et oui, je pense que vous avez réussi là. Et puis, même en lisant même le descriptif de l'ouvrage, là, on sent le côté humain là-dedans. On voit les mamans et tout. On voit un peu comment leur vie était. Et puis, vous avez fait fort. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va faire une pause et juste après, on va parler de votre dernier ouvrage en date, arnaqué.com. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière partout une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de lui. Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec l'auteure Jocelyne Mallet-Parent et cette fois-ci, on va parler de son dernier ouvrage en date, arnaqué.com. Avant la pause, Jocelyne, on mentionnait que pour écrire Basculer dans l'enfer, vous avez été inspirée par un topo vu à la télé. Pour arnaqué.com, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est tout le phénomène d'Internet dans nos vies, je devrais dire, les dérives ou le dérapage des réseaux sociaux. Ce qui m'a inspiré aussi, c'est cet univers dans lequel on vit, où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Alors, on ne sait plus s'il faut croire ce qu'on entend et s'il faut qu'on se fie à ce qu'on voit. Je crois que qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir créer des fausses histoires? Et j'ai pas besoin d'aller très très loin ces jours-ci avec notre président qui lance des bombes sur son voisin. Et on essaye d'écouter les nouvelles à la télévision, à la radio, sur l'Internet. Et on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a autant de fausseté que de vérité.
Et donc, c'est tous ces sujets-là qui m'ont inspiré arnaquer.com. Et j'ai réalisé aussi que à la quantité de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, qu'on passe sur Internet, c'est effarant. C'est effarant. Et ça quintuple nos risques d'être arnaqués, de subir, par exemple, les affres de la cybercriminalité. Alors, tout ça mis ensemble, j'ai voulu aussi comprendre le phénomène des fake news. Je me suis demandé, dans la peau d'un journaliste, par exemple, comment vous faites pour vous assurer de la véracité des choses que vous dites en nombre, des choses que vous écrivez dans le journal. Ça part dans tous les sens et ça doit pas être évident. Et en faisant comme je fais d'habitude, une fois que je suis partie avec une idée comme ça en tête, je me mets à faire de la recherche et en faisant toute cette recherche-là, je me suis rendu compte qu'on était peut-être beaucoup plus à risque qu'on pensait. Définitivement. Très d'accord avec vous. Et puis, je pense qu'il y a 3 semaines en arrière, je parlais avec une représentante de votre maison d'édition qui nous présentait arnaquer.com. Puis là, tout de suite, là, ça a sauté dans ma tête, là, la fameuse série sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Ça, là, ça fait jaser beaucoup de personnes. Je me dis, ça tombe pile poil. Et puis, quand vous parlez d'arnaque, là, c'est pas seulement des arnaques financières. Il y a des arnaques amoureuses. Et les 3 personnages de ce roman, là, arnaquer.com, je pense que chacun dépeint une situation bien précise. Exactement. Non, il y en a plein d'arnaques. Il y a des extorsions, il y a des vols d'identité, il y a des... ils appellent ça des rançongiciels. Oui, on veut t'extraire de l'argent. J'ai même vu des gens, j'ai pas vu, mais j'ai lu que des gens arrivaient chez eux, leur maison avait été vendue en ligne en leur absence. Donc, il y a toutes sortes de choses folles qui se passent. Mais je me rends compte aussi comment on carbure à ça. Et je me suis dit, on carbure au nombre de j'aime ou de likes qui apparaissent sur nos écrans. On va faire des choses assez étranges. On va photographier la nourriture qu'on mange, on l'affiche. Nos enfants, des fois, il n'y a plus comme de censure entre la ligne de ce qui est public et ce qui est privé. Oui. Ça n'existe plus pour les plus jeunes que moi. Et je me suis demandé pourquoi on avait autant besoin de s'exposer. Et l'autre chose, sans qu'on s'en rende compte, on est des relayeurs de tout ça. Parce que d'un simple clic, sans se poser la question à savoir, est-ce que c'est vrai ce que je vais relayer à mon voisin? Avant, une rumeur, ça a toujours existé. Mais la rumeur allait pas plus loin que la personne à qui tu le disais, qui le répétait peut-être 2-3 fois. Mais la quantité industrielle de gens qu'on peut rejoindre en un seul clic, c'est à se poser des questions sur le monde dans lequel on vit. Ouais. Et chose étonnante, pour terminer là-dessus, je savais que la Russie avait beaucoup d'usines, entre guillemets, à fausseté ou à extorsion et tout ça. On l'a vu encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines à l'aluminerie de cette île. Il semblerait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, que l'arnaque qu'ils ont subie là-bas proviendrait de la Russie. Mais j'avais pas deviné en écrivant ce livre-là et surtout pas la maison d'édition non plus, sûrement en mettant sur la première de couverture la basilique la Saint-Basile le Grand de Moscou, mais et qu'une partie de la session se passerait à Moscou. Oui, j'espère dans tous les cas, madame, qu'on ne veut pas boycotter mon livre. Non, il est tombé plein pied là dans le moment où il fallait, et puis en plus de parler même de la Russie, mais il y a d'autres pays même qui ont embarqué dans ces manières de fonctionner. Là, on le voit souvent quand on reçoit des appels d'un pays que je ne mentionnerai pas, mais tu te demandes mais comment ces gens ont mon numéro, mais c'est tout simplement de l'arnaque. Puis on voit aussi le côté vulnérable de ces personnes-là qui sont attaquées comme... Ça fait pitié. Oui, démunies, tout à fait. Alors, pour ce faire, en lisant, je me suis rendu compte aussi que c'était les gens de toutes les tranches d'âge qui pouvaient être à risque. Alors, pour mon roman, j'ai choisi 3
personnages principaux qui viennent de milieux différents. Oui. Et aussi qui sont d'âges différents. Donc, il y a cette dame, une politicienne canadienne qui est ministre des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, qui est en mission diplomatique en Russie, justement à Moscou, qui va se faire arnaquer, elle, à travers des photos truquées ou pas. Il faudra le lire pour le savoir. Et j'ai choisi aussi une jeune qui, elle, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, elle va se rendre compte que là encore, on l'agresse, on la harcèle, on l'intimide et on finit par poster sur ses réseaux des photos d'elle assez disgracieuses. Et finalement, pour montrer aussi que il n'y a pas d'âge pour être arnaqué, il y a un personnage assez particulier, qui est un octogénaire dans une maison de retraite, qui est pas très heureux d'y être, mais qui lui aussi a un secret bien gardé qui risque de couler sur à qui veut, à tout vent sur les réseaux sociaux. Écoutez, alors voilà. Mais oui. Je voulais vous dire merci beaucoup parce que là, il va nous rester juste 45 secondes. Et puis, j'aimerais ça inviter les gens à prendre votre ouvrage parce que je suis sûre qu'il y aura des réponses à leurs questions là-dedans. J'espère vous parler une prochaine fois. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, si vous voulez vous procurer arnaqué.com, ça sera au www.éditiondavid.com. Et comme le sujet est assez sensible, j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'un expert en sécurité informatique, parce que c'est la thématique dont on vient de discuter, n'oubliez pas que vous pouvez avoir notre chroniqueur au www.jfsecurity.com. On va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous dites ces générations, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, c'est bon. C'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec l'auteur Jocelyne Malé-Parent qui nous parlait de ceux qui mettaient des photos de nourriture sur Facebook. Oui, il y a les photos de nourriture, mais est-ce que vous savez ce que vous mangez exactement? Avec moi, notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et puis, il faudrait dire que le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Effectivement, donc comme à toutes les années, depuis les 40 dernières années, en fait, on célèbre au mois de mars le mois de la nutrition. Donc, en fait, le 16 mars dernier était la journée des diététistes. Et cette année, une fois de plus, le mois de la nutrition amène des thèmes qui sont vraiment d'actualité. Donc, si on fait le tour un peu là, de ce qu'on
entre autres la sécurité alimentaire, hein, c'est déjà quelque chose qu'on a discuté ici, comment faire en sorte d'avoir une belle épicerie sur un budget un peu plus restreint. On a aussi déjà parlé des choix alimentaires pour l'environnement, donc comment essayer de diminuer notre gaspillage, par exemple. On va parler de prévention des maladies, du rôle aussi des diététistes, donc qu'est-ce que c'est notre travail, et également de comment lire des étiquettes nutritionnelles. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à discuter. Alors, et si on allait déjà avec ton travail, c'est quoi comme diététiste? C'est quoi que tu fais? Donc, les diététistes au Canada, notre rôle est vraiment de supporter les gens en essayant de leur offrir des suggestions pour atteindre le meilleur état de santé possible. Donc, les diététistes sont des professionnels de la santé qui sont reconnus par l'Ordre ou le Collège des diététistes de la province pour laquelle ils travaillent. Donc, en Ontario, c'est le Collège des diététistes de l'Ontario qui régit la profession et en fait qui s'assure que le professionnel de la santé que vous allez aller voir est apte à vous donner des conseils par rapport soit à vos problèmes de santé, à votre situation particulière. Et notre rôle est vraiment de regarder l'ensemble du style de vie d'une personne, de sa culture, de ses problèmes de santé, puis ensuite de pouvoir faire là, des suggestions. Bonne définition de ton travail. Aujourd'hui, pour le thème du mois de mars pour la nutrition, tu as dit que c'était les ingrédients d'un avenir plus sain. Effectivement. Donc, c'est le grand thème là, qui regroupe toutes les sous-catégories que j'ai mentionnées plus tôt. Alors, quand on va parler maintenant des étiquettes nutritionnelles, là, est-ce qu'on pourrait dire aux gens c'est quoi? Je sais qu'ils savent, là, mais on va essayer de leur expliquer ça encore. Effectivement. Donc, c'est un des thèmes qui est abordé là, dans ce 40e mois de la nutrition. Donc, les étiquettes alimentaires, c'est vraiment tout ce que vous allez retrouver sur l'emballage d'un aliment que vous allez acheter. Autant ce qui se retrouve sur, disons, la face principale de soit la boîte de craquelin ou du fromage que vous achetez. Tout produit emballé, en fait, va avoir certaines informations, autant, comme je disais, du côté là, de la face principale que de l'arrière du contenant ou même sur les côtés, exactement. Donc, les compagnies utilisent à profit là, tous les côtés de l'emballage pour nous donner des informations pour qu'on puisse faire des choix plus éclairés. Malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça peut être compliqué, toutes les informations qui sont là. Puis, des fois, c'est difficile de départir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois lire, en fait, qu'est-ce que je dois consulter pour faire le meilleur choix possible. Donc, c'est vraiment le but de la chronique d'aujourd'hui, là, nous aider à démêler un peu tout ça. Et puis, il faudrait pas, en tout cas, je sais pas pour les autres, là, mais moi, rares sont les fois où je prends le temps de regarder, en fait, parce que je me dis, OK, c'est trop d'informations pour moi avec des pourcentages, donc non. Je sais que j'ai besoin de prendre, par exemple, du pain brun, donc je prends le pain brun, mais regardez, c'est quoi? Non, je fais pas ça, sincèrement. Mais déjà, c'est un super bel outil que vous venez de mentionner, de regarder est-ce que c'est du pain brun, est-ce que c'est du pain de grain entier. Donc déjà là, c'est une lecture d'étiquette que vous faites qui nous aide à faire un meilleur choix. Donc c'est déjà un très bon début. Mais c'est vrai que plus on décortique toute l'information qui est là, des fois, plus ça devient mélangeant, donc on ne sait pas quoi regarder. Donc, le but, là, c'est vraiment que je vous aide à démêler tout ça pour rendre la tâche plus facile à l'épicerie. Alors, la première astuce, ça serait laquelle? Ça serait de regarder au départ là, le tableau nutritionnel, donc le tableau de valeurs nutritives. Souvent, quand je rencontre des patients, justement, dans mon travail, je vais leur demander qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous lisez les étiquettes? Qu'est-ce qui attire votre attention? Et je dois avouer que la majorité du temps, on me parle du nombre de calories qui est inscrit sur le tableau nutritionnel, mais l'information qu'on y retrouve va beaucoup plus loin que ça. Et disons que les calories, ce n'est qu'une infime partie là, de ce qu'on désire savoir du produit. Donc, le but, là, ici, c'est de rendre la chose le plus simple possible. Merci. La première chose que je vous suggère,
quand vous regardez le tableau de valeur nutritionnelle, c'est de regarder la portion qui va être dans le haut de l'étiquette. Donc, on va vous dire, par exemple, pour une portion, comme vous le voyez à l'écran, pour une portion, par exemple, de 4 craquelins ou 9 craquelins. Donc, le plus important, c'est de regarder cette portion-là. Il faut savoir que la portion, c'est pas nécessairement une portion qui est dictée par le Guide alimentaire canadien ou par des diététistes. C'est vraiment la compagnie qui va choisir une portion typique là, à mettre. Donc, il y a des réglementations pour ça. Par exemple, si on prend une barre granola, ben la portion habituelle que quelqu'un mange, ça va être une barre. On va pas mettre la demi-barre, par exemple. Donc, la compagnie va essayer de prendre une portion qui est typiquement consommée, mais ça veut pas dire que c'est la portion que vous devez manger. Il faut simplement regarder cette information-là en fonction de, si moi, d'habitude, je mange, je sais pas moi, 4 craquelins, de m'assurer là, que la portion représente la quantité que moi je vais manger. Ensuite de ça, pour rendre la tâche encore plus facile avec tout le déchiffrage des informations qui sont là, je vous suggère d'aller regarder la dernière colonne du tableau. C'est là où vous allez remarquer les pourcentages que vous mentionniez un peu plus tôt. Ces pourcentages-là représentent la valeur quotidienne, en fait, ou le pourcentage de valeur quotidienne. Et en fait, pour rendre ça plus simple, la règle à suivre, c'est que si le chiffre est en bas de 5%, on va dire qu'il y a peu de ce nutriment dans la portion que vous mangez. Donc, par exemple, si j'ai moins de 5% de gras, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gras dans nos produits. Ensuite de ça, on peut penser, par exemple, au sel. On essaie d'avoir le moins de sodium possible dans notre alimentation. Donc, si on a un chiffre plus bas que 5, c'est très, très intéressant là, au niveau du sodium. Et maintenant, quand on veut qu'il y ait beaucoup d'un aliment, par exemple, j'aime ça avoir beaucoup de vitamines ou de calcium, de minéraux dans mon repas ou dans ma collation, et on peut regarder si le chiffre est en haut de 15%. Et ça veut dire que ça en contient beaucoup. Donc, par exemple, un jus où on aurait plus de 15% de vitamine C, ça veut dire qu'il contient beaucoup de vitamine C. Donc, ça peut être là, un choix plus intéressant. Je vais te garder avec moi et puis on va revenir après la pause pour continuer notre belle discussion. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Reuters.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si lire des étiquettes nutritionnelles, c'est un casse-tête pour vous, bienvenue au club. On est avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui est en train de nous aider sur la question. Et avant la pause, tu nous disais comment lire stratégiquement en fait les étiquettes nutritionnelles. Et puis aussi, j'aimerais ça que tu mentionnes que c'est devenu un peu obligatoire que tous les services en fait ou bien tous les restaurants essaient de mettre au maximum les étiquettes nutritionnelles sur leur paquet. Effectivement, donc c'est une loi. Tout paquet emballé ou toute nourriture emballée, en fait, doit contenir les informations nutritionnelles. Pour ce qui est des restaurants, la plupart vont nous indiquer au minimum la quantité de calories qu'il y aura dans notre repas. Donc, ça peut nous aider là, à faire des meilleurs choix. Alors, comme je l'ai dit tantôt, avant la pause, tu nous montrais un peu comment lire stratégiquement les étiquettes nutritionnelles, mais je me dis, moi, mes besoins nutritionnels ne seront pas les besoins, par exemple, d'une personne âgée de 80 ans ou même un enfant de 10 ans. Donc, il faudrait... Effectivement. Donc, il faut lire les étiquettes nutritionnelles en fonction de nos conditions de santé. Puis, je pense que tu amènes un très bon point ici. Donc, si par exemple, je souffre d'hypertension, donc ma pression artérielle est élevée, je vais aller nécessairement chercher un aliment qui contient moins de sodium parce qu'on le sait que le sel fait augmenter la pression artérielle. Par contre, si dans une autre situation, j'ai quelqu'un qui souffre de diabète, bien pour cette personne-là, ce qu'on va aller chercher davantage, c'est la quantité de sucre et de fibres qui sont contenues dans mon aliment parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à diminuer pour avoir un meilleur contrôle de notre glycémie, de notre taux de sucre dans notre sang. Même chose pour quelqu'un qui souffrirait, par exemple, d'ostéoporose. On va aller chercher plutôt le calcium, la vitamine D. Donc, chaque personne va lire les étiquettes différemment. Et c'est vraiment ça qui est le plus important ici, d'aller voir qu'est-ce qui est important pour notre situation de santé. Je ne sais pas si moi je faisais la bonne affaire, mais tu vas me corriger. Quand je pouvais essayer de lire une étiquette nutritionnelle, c'était vraiment les calories, comme tu l'as mentionné, le sodium et puis beaucoup le cholestérol. Parce que déjà, je suis très enrobée, là, je ne veux pas en rajouter. En fait, ce sont de très bons points à regarder quand on compare des produits, par exemple, à l'épicerie. Pour ce qui est du cholestérol, un fait intéressant, c'est que, par exemple, si on regarde un produit qui est fait à partir d'ingrédients qui proviennent des végétaux, des plantes, par exemple, on parle de craquelin dans les images de tableaux nutritionnels. Donc, ce sont des aliments qui ne contiennent jamais de cholestérol. On va plus regarder les gras. Le cholestérol provient vraiment des produits de source animalière. Donc, on va regarder le cholestérol, par exemple, dans un fromage ou quand on achète un yogourt, par exemple. Donc, ce sont des produits d'origine animalière. Donc, eux pourraient contenir du cholestérol. Et parlant justement de comparaison de produits, les informations que je vous ai données sont importantes quand on hésite entre deux produits à l'épicerie. Lequel acheter? Qu'est-ce qui est le meilleur choix pour moi? Donc, c'est là où la comparaison des étiquettes vient intéressante. Donc, première chose à regarder, encore une fois, ça va être la portion pour qu'on compare justement deux produits qui sont équivalents en termes de quantité. Donc ici, dans l'exemple, les craquelins A et les craquelins B ont à peu près 20-23 grammes tous les deux. Le fait que la quantité de craquelin est différente, c'est simplement qu'on parle probablement d'un plus gros craquelin comparativement à un plus petit. Donc, les portions ici, en termes de comparaison, sont les mêmes. Donc, ensuite de ça, on peut regarder dans notre tableau puis aller vraiment regarder, par exemple, le cholestérol ou le sodium ou les fibres, par exemple. Et ça va nous aider à choisir le meilleur produit. Donc, pour un craquelin ici, j'irais probablement regarder les fibres alimentaires, pour m'assurer d'avoir un craquelin qui va être bon pour ma santé. Le produit qui aurait le plus de fibres serait, par exemple, un produit plus avantageux.
Puis il y a quelque chose que j'aimerais mentionner, tu me corrigeras si je ne le dis pas bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire l'épicerie en faisant la différence des prix. Mais parce qu'on se dit, peu importe, là, celui qui est moins cher, là, il va me bénéficier. Donc on ne regarde même plus les étiquettes nutritionnelles, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de compagnies qui font leurs propres produits maintenant. Donc c'est quand même avantageux, je parle en qualité-prix pour tout le monde. Absolument. Tu amènes un super bon point ici. Quand on va à l'épicerie, il y a plusieurs aspects qui vont nous aider à choisir notre produit, pas seulement le contenu nutritionnel, mais au niveau du prix aussi, au niveau des quantités qu'on va avoir. On sait quand on achète les très grands formats, si on habite seul, ben ça pourrait être gaspillé. Donc, il y a plusieurs choses qui vont dicter notre choix. Quand on arrive, disons, à avoir deux produits très similaires, ben c'est là où, similaires en termes de prix ou de quantité, c'est là où on va aller peut-être plus regarder la valeur nutritionnelle et faire les choix là, qui nous conviennent à ce moment-là. Merci beaucoup, Isabelle. Pour terminer, là, j'aimerais ça que tu nous parles des fameux produits naturels dont on a besoin. C'est ça, à la base. Oui, absolument. Donc, chaque personne a encore, comme vous l'avez mentionné, des besoins différents. Un enfant n'aura pas les mêmes besoins, par exemple, qu'un adulte ou une personne âgée. Donc, en théorie, là, quand on se base justement sur les étiquettes nutritionnelles pour faire, disons, des conseils généraux à toute la population, je vous dirais, ce qu'on recherche, c'est des produits qui sont plutôt faibles au niveau des sucres. On recherche aussi des produits faibles en sel ou qui ne contiennent pas du tout de sel ajouté. Et ensuite de ça, bien, on veut avoir tous les vitamines, les minéraux dont on a besoin. Donc, c'est ce qui m'amène en fait à vous dire les produits qui ne sont pas emballés à l'épicerie, les produits qui n'ont pas d'étiquette nutritionnelle. On parle des fruits frais, des légumes frais. Ça, ce sont nos meilleurs achats. Même si je peux pas lire l'étiquette de ce qui est contenu dans mon orange, on le sait que ce produit-là, c'est plus avantageux. Ça va nous donner, au point de vue des vitamines, des minéraux, des fibres alimentaires, tout ce dont mon corps a besoin pour être en santé. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, je vais te garder avec moi, si tu le permets, à la pause. Et puis, on pourrait faire un récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On revient juste après la pause. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et Isabelle, on aimerait faire ça, le récapitulatif de tout ce qu'on a dit par rapport aux étiquettes nutritionnelles. Oui, donc mes conseils en général, ce serait quand vous prenez un produit à l'épicerie, allez chercher vraiment là, le devant de l'étiquette, lisez les informations qu'on vous donne sur la boîte ou sur le paquet et ensuite retournez l'étiquette ou la boîte, le paquet pour regarder
le tableau de valeurs nutritionnelles, c'est là où vous allez avoir toutes les informations pour faire les meilleurs choix. Et puis, le meilleur conseil que tu as donné aujourd'hui, c'est de se tourner au maximum vers les fruits et légumes frais. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle. On va inviter les gens à visiter le site web. Oui, merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.sfestottawa.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez entrer en contact avec notre diététiste professionnel. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi à partir de 11h. Et lundi, on va parler des différentes activités du côté de l'Alliance française avec son directeur Samuel Coeto. Je vais aussi m'entretenir avec un chercheur de l'Institut du savoir Montfort. Tout ça et bien plus à Entre nous ce lundi à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez TV Rogers